Voilà pour Emmanuel Macron, Vincent Hervouette. Là, il s'agit de ne pas taper sur le Qatar qui nous aide pour négocier en quelque sorte avec le Hamas, c'est ça? Très probablement oui. Le Qatar a été remercié à la fois par les Israéliens, par le Hamas, par tout le monde. Hein. À chaque fois qu'a été libéré il y a eu deux libérations, deux fois deux otages, et le Qatar est intervenu dans les deux cas. Pour le reste, il y a beaucoup de rumeurs. Évidemment, le Qatar est la cheville ouvrière de toute palabre, de toute négociation. Elles ont visiblement été interrompues d'après ce que disaient les Israéliens, puis elles ont repris. On n'en sait pas plus, c'est un secret aussi profond que les tunnels de Gaza. Bien sûr, et espérons qu'il aboutisse en tout cas, et que ces négociations aboutissent, c'est sûr. Bon. On en est loin encore ? Je pense qu'on en est loin. Alors, moi, j'étais très frappé par les déclarations de Joe Biden hier. Vous savez, le président américain a expliqué « Tenez bon, on arrive », comme s'il s'adressait directement aux otages. Il y en a une dizaine, il y a 9 Américains, je crois. Et il a envoyé au Qatar, justement, son représentant pour le Moyen-Orient, qui est parti de toute urgence hier, Brett McGurk, qui est parti pour donc Doha. On est là. Évidemment, les choses qui se trament, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent n'en savent rien. Comme toujours. Julien Drey, la libération des otages, évidemment, une priorité pour la France. Il y a aussi d'autres propos d'Emmanuel Macron qu'on va entendre. Il condamne avec la plus grande fermeté les bombardements d'infrastructures civiles. Vous comprenez cette position? Non, mais ça fait longtemps que je ne comprends plus Emmanuel Macron. En tous les cas, depuis plusieurs semaines, je ne comprends plus. Ou je comprends trop. Mais j'y reviendrai. Je voudrais juste dire sur les otages, la difficulté qu'ils ont, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a plus d'organisation pyramidale. Donc ils sont obligés de discuter avec des groupes, avec des chefs de groupe. Et donc c'est encore plus compliqué pour eux parce que les chefs de groupe font monter les enchères, etc. Parce que la manière dont a été conduite les opérations militaires ont fait que l'organisation du Hamas, qui est très pyramidale, a été totalement désarticulée. C'est-à-dire toutes les phases intermédiaires ont été désarticulées. Donc maintenant, il y a une sorte d'autonomie des groupes qui gèrent leurs otages, la manière dont ils veulent, et dont une partie importante, d'ailleurs, est vraisemblablement plus à Gaza Nord. Très bien. Donc c'est ça la difficulté. En tout cas, nous, tous les soirs, nous rendrons hommage à ces otages et nous donnerons leur nom et montrerons leur visage sur nos deux antennes, CNews et Europe 1. On va écouter à nouveau Emmanuel Macron. Allez-y, Vincent. La première fois, la litanie des otages, c'est vraiment l'histoire de France depuis 40 ans. Hein, c'est vraiment quelque chose de très particulier à la France. C'est la première fois qu'il y a des enfants pris en otage. Des bébés. 40 jours. Des bébés. Au secret total, hein, qu'il n'y a pas de négociation, on ne sait pas qu'est-ce que réclament d'ailleurs les ravisseurs, à part incriminer Israël pour leur mort si jamais elle devait advenir. Hein. On ne sait absolument. C'est une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Et croyez-moi, il n'y a que CNews et Europe 1 qui, pour l'instant, a décidé tous les jours d'égrener le nom de ces otages. Parce qu'évidemment, c'est un enjeu central. Il faut saluer. Ça a été fait, merci, ça a été fait à l'époque pour les otages du Liban. Et il faut rappeler qu'un certain nombre d'entre eux étaient journalistes. Et peut-être qu'il y avait un réflexe de corporation à l'époque. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais nous, on pense à eux. On va écouter le deuxième extrait d'Emmanuel Macron qui me semble très important parce que ça porte sur sa non-présence, son absence lors de la marche contre l'antisémitisme dimanche. Il dit qu'il ne comprend pas ce débat en réalité, on va l'entendre dans quelques instants, qu'il ne comprend pas ce débat, il n'avait pas sa place, dit-il, dans cette manifestation. Julien Drey. C'est lui qui a initié la manifestation. Et le problème, c'est que tout ce qu'il fait est totalement contradictoire de jour en jour. C'est lui qui a initié la manifestation. C'est lui qui, dans les repas, les dîners qu'ils ont là, le mardi soir, a dit ça serait bien et tout, parce qu'il rêvait de faire Carpentras. Il rêvait de refaire Carpentras et d'être le grand... D'être François Mitterrand. Oui, mais il n'est pas François Mitterrand. Il est en train de le montrer. Je ne sais même plus qui il est. Mais là, maintenant, vous avez un problème, c'est qu'il est terrorisé par l'idée que le conflit pourrait s'exporter sur le territoire français, et donc il a sans arrêt... D'ailleurs, il ne parle que de ça à ses interlocuteurs. Est-ce que vous croyez que dans les quartiers, est-ce que vous croyez que la population... Et comme il a un certain nombre d'interlocuteurs qui font monter la sauce, voilà, c'est tout. Donc la France n'a plus de politique diplomatique. Alors, on va écouter Emmanuel Macron à ce sujet de la marche contre l'antisémitisme. Écoutez. La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche. Je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être. La dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche, c'était le lendemain d'un attentat, avec 2 millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier? Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité.
J'en partage les attendus, mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons. Au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes. Protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme. On est au cœur du sujet, là, dans ce qu'il dit. Alors, il ment, Julien Drey ? Pourquoi il ment, Emmanuel Macron ? Je n'ai pas vu de gens, parce que je sais que sur les peut-être qu'ils regardent trop Twitter. Peut-être. Bon, alors peut-être que sur Twitter, ils voient effectivement que la France n'a pas mis en cause. Au contraire, elle se tient bien, la France. Bien sûr. Dans d'autres pays, il y aurait pu y avoir d'autres choses. Il n'y a pas eu très peu. Il y a peut-être eu quelques dérapages, quelques lettres, etc. Mais nos Français, nos concitoyens, ils font la distinction. Donc il est en train d'inventer quelque chose. Quand il dit qu'il faut préserver l'unité du pays, je crois le jeune. C'est pas qu'on est au cœur du sujet, c'est qu'on est au cœur de l'échec, en réalité. Pas de Macron d'ailleurs, de l'échec français tout simplement. Je suis désolé, on a encaissé Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, Nice, le Père Hamel, sans jamais en effet qu'il y ait aucune réaction hostile à l'égard des musulmans, parce que les gens sont malins, intelligents, ils font la différence, ils sont capables de savoir que c'est pas en crachant sur une femme volée dans la rue qu'on va régler le problème de la France. Donc ça ne s'est pas passé. Ensuite, il se sert de l'échec, je mets des gros guillemets, de mobilisation de cette manifestation pour justifier que sa place n'y était pas. Mais avant, quand il a décidé de pas y aller, il savait pas combien il y aurait de gens dans la rue. Par ailleurs, en effet, il a contribué à le saboter. Et ensuite, je termine en disant quelque chose sans esprit polémique, mais après Charlie Hebdo, il y avait une vingtaine de morts, je sais plus le chiffre exact de nombre de morts dans Charlie Hebdo, dans l'Hypercacher, mais la mobilisation, le 11 janvier 2015, il y avait en effet 1 million de gens dans la rue, mais là, il y a eu 40 morts français en réalité. Quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur le conflit israélo-palestinien, il y a 40 morts français et 8 otages français, c'est-à-dire plus qu'à l'époque. Donc sa présence dans la rue aurait pu se justifier comme ça. Et la raison pour laquelle il n'y va pas, elle est révoltante. C'est pour ça que je dis que c'est un échec. C'est qu'en réalité, Julien disait, il demande à ses interlocuteurs en permanence de lui faire Est-ce que la banlieue va s'embraser ? Est-ce que la banlieue va s'embraser ? Si on demande à son avis à Yacine Bellatar, il va vous dire de ne pas y aller. Il y a aussi beaucoup d'autres gens qui lui auraient demandé d'y aller. Alors, mais vous voyez, parmi tous les revirements d'Emmanuel Macron sur le dossier, puis je vais revenir juste un mot, si vous me permettez, de ce oui, allez-y. Le premier pas du chef de l'État, vous vous en souvenez, il avait justifié le fait qu'il allait plus tard que d'autres chefs d'État en Israël, pour être 15 utile. jours plus tard, parce qu'il voulait être utile. Et d'ailleurs, il n'a rien fait de toutes les rencontres qu'il a eues et que Joe Biden n'a pas eues. Il avait rencontré le président égyptien, le roi de Jordanie, Mahmoud Abbas, il avait rencontré absolument tout le monde, et donc il avait justifié en disant « je serai utile ». En fait, il est revenu sans rien. Il est revenu sans rien. Donc ça, c'était le début de l'échec. Mais dans ce qu'il dit, là, qui me semble incroyable, c'est qu'il dit, il y a eu une précédente manifestation, c'est François Hollande qui avait à côté de lui, Netanyahou... C'était François Hollande, c'est ça, oui. François Hollande, Mahmoud Abbas, si je me souviens bien, enfin, il y avait... mais sauf à imaginer que le chef de l'État n'a plus la puissance suffisante à l'extérieur pour tenter une telle initiative, il aurait très bien pu aussi transformer cette manifestation contre l'antisémitisme à Paris avec, pourquoi pas, d'autres chefs d'État ou d'autres personnalités. Il ne l'a pas fait, alors peut-être parce qu'il était certain que ça ne fonctionnerait pas et que personne ne viendrait, mais en réalité, ce en même temps, si vous voulez, de traiter de la même manière, alors qu'on a publié des chiffres sur les actes antisémites, il y a plus d'actes antichrétiens en France qu'il n'y a d'actes anti-musulmans. Donc, à force de mettre la poussière sous le tapis, comme on le fait depuis et avant Emmanuel Macron, en fait, la poussière grandit sous le tapis et en fait, on aura les problèmes. Et on se prend les pieds dans le tapis. Vincent Herouette, la guerre, je vous vois dubitatif. Il y a plus de en même temps pendant la guerre d'abord. Deuxièmement, la France, elle est inaudible, elle est incompréhensible, elle est hors jeu. Et rassembler, c'est une bonne idée qu'évoque Éric, pourquoi pas, effectivement, une manifestation. Mais quel partenaire ? Vous auriez fait venir les Européens. L'Europe est totalement constaté le grand vide. Sur l'antisémitisme. Ça ne vous a pas échappé que sur la question, oui, évidemment, la guerre israélo-palestinienne a divisé les Européens. Il y a ceux du Sud, il y a ceux du Nord, grosso modo, on fera ça comme ça, qui sont plus sensibles à la souffrance des Palestiniens, ou au contraire plus révoltés par ce qui est arrivé à Israël. Et le grand paradoxe étant que le but du Hamas, en commettant ces atrocités, était de provoquer une réaction, comme disait militaire, disproportionnée des Israéliens. C'est une réaction du fort au faible, c'est-à-dire une
une riposte massive et violente des Israéliens qui allait provoquer en conséquence une montée de l'émotion de par le monde et isoler Israël, outre le fait que ça s'appelle la confiance dans le gouvernement Netanyahou et que ça ruinait les accords d'Abraham. Mais cette émotion de par le monde, ce qui est très frappant aujourd'hui, alors qu'on se bat à l'hôpital Al-Shifa, ce qui est très frappant, c'est que le monde arabe ne dit rien. non, placide. Bien sûr. C'est très calme. Il n'y a pas d'émeute à Casablanca. Il n'y a pas de révolte dans le Golfe contre les pétromonarchies qui faisaient ami-ami avec le gouvernement Netanyahou. Il y a un grand silence et des protestations très... C'est vraiment le minimum. Là où il y a de l'émotion, là où il y a une tension politique, c'est chez nous, finalement. C'est quand même un paradoxe incroyable. Et puis le contournement total de la France aujourd'hui, moi ça me frappe aussi. Olaf Scholz reçoit dans 2 jours le président turc. Vous voyez ? Lui-même... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un interlocuteur, y compris dans ce conflit pour les otages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne passe pas par Paris. Il va directement voir l'Allemand. Donc en fait, on n'existe plus, vous voyez ? Entre Ankara et Berlin, il n'y a pas de stop à Paris. Triste constat. Je viendrai et après la pause. Juste insister sur ce que dit Vincent, parce que je crois que c'est très important. Merci. De rien. Mais c'est la vérité. Regardez ce qui se passe dans ce qu'on appelait les territoires occupés. C'est-à-dire dans ce qui, normalement, devrait être les territoires colonisés. Puisque là où le Hamas a attaqué, c'était les frontières d'Israël reconnues depuis sa création. Ce n'est pas les colonies qui ont été attaquées. Mais dans ce qu'on pourrait appeler les colonies, regardez ce qui se passe. Regardez l'autorité palestinienne. La prudence avec laquelle, aujourd'hui, elle ne monte pas en première ligne. Il n'y a pas de grève générale à Naplouse, pas de grève générale à Ramallah. Il y a des opérations dont vraisemblablement, d'ailleurs, l'autorité palestinienne participe, qui visent à éliminer un certain nombre de terroristes. Ça veut dire que même au sein de la population palestinienne, les choses bougent. Et je finis par une remarque, si vous me permettez, dans l'information qui est en cours. Regardez ce que vient de faire la BBC cet après-midi. Ils viennent de s'excuser pour avoir donné de fausses informations à propos de l'hôpital Al-Shifa. Parce qu'ils ont confondu des militaires israéliens qui parlaient arabe avec des terroristes. Il faut le faire quand même.